Au nom d'Allah, louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent. Bienvenue, chers frères, dans ce deuxième épisode de ce nouveau programme, l'histoire de la Palestine. Comme nous l'avons dit, dans ce programme, nous allons raconter, en résumé, l'essentiel de l'histoire de la Palestine, depuis la naissance de l'idée du retour des Juifs en Palestine jusqu'au moment où le déluge a éclaté. Nous voulons ainsi comprendre les racines de cette histoire. Et pourquoi, après plus de 100 ans, cette question reste-t-elle toujours aussi brûlante et enflammée? Comment Herzl a-t-il réussi là où ses prédécesseurs, depuis 3000 ans, avaient échoué? Et quel est l'avenir de cette histoire, tel qu'il est mentionné dans le Coran et la Sunna, et comme l'indiquent les événements? Je le répète encore une fois pour ceux qui souhaitent vérifier ou approfondir. Ces épisodes sont extraits du livre Résumé de l'histoire de la Palestine. Je mettrai un lien pour le télécharger. Inch'Allah, pour ceux qui souhaitent vérifier ces informations, s'assurer de leur exactitude et connaître le numéro de page et d'édition selon leur convenance. Nous nous sommes arrêtés dans l'épisode précédent à un moment que nous avons qualifié de très dangereux et décisif dans l'histoire de la Palestine, l'un des moments les plus critiques de notre histoire islamique et qui a eu un impact immense sur la question palestinienne. Voici les 10 années décisives dans la résurgence de l'idée d'Israël. Prier sur le prophète. On peut dire que le moment où la faiblesse de la civilisation islamique s'est révélée, où l'État islamique s'est effondré face à l'Occident, a été celui de la campagne française contre l'Égypte et le Levant. Car Napoléon, avec les armées françaises, a réussi à occuper l'Égypte et à s'étendre jusqu'au Levant, atteignant même Acre. Les Mamelouks en Égypte, bien sûr, étaient les Mamelouks. Ils étaient les véritables dirigeants de l'Égypte, mais ils étaient nominalement soumis à l'Empire ottoman. Cependant, l'incapacité des Mamelouks en Égypte et l'incapacité des Ottomans à repousser ces armées françaises, c'était la première fois que les infidèles réussissaient à occuper le Caire depuis sa fondation. Et la première fois que ces infidèles parvenaient à occuper la capitale islamique d'Égypte depuis la conquête islamique. Cela a été un choc extrêmement violent pour tout le monde et on peut dire que ce fut le début de l'établissement d'une nouvelle ère dans l'histoire. À cette époque, la presse française a publié que Napoléon était laïque, sans religion. Il feignait la foi selon ses intérêts, il était musulman avec les musulmans, chrétien avec les chrétiens, juif avec les juifs. Et c'est lui-même qui l'a écrit dans ses mémoires. Napoléon, lorsqu'il s'est dirigé pour occuper le Levant. La presse française a publié que Napoléon avait lancé un appel aux Juifs pour qu'ils reviennent en Terre sainte. Cet appel était-il authentique? A-t-il été inventé au sujet de Napoléon? C'est une question sur laquelle les historiens divergent, mais que cet appel soit vrai ou non, ici on peut voir la première indication, du moins chez les responsables de ce journal ou chez ceux qui ont inventé cet appel. C'est la première indication concrète de la convergence entre l'intérêt religieux juif et l'intérêt colonial occidental. Mais lorsque Napoléon a échoué et s'est arrêté aux portes d'Acre, incapable d'occuper le Levant, cet échec a conduit, en effet, à l'enterrement du projet de retour des Juifs en Palestine. Les armées françaises ont été expulsées d'Égypte. Il y a eu bien sûr une alliance anglo-ottomane, mais après leur départ, les Français ont cherché avec qui ils pourraient établir une relation solide et qui leur serait loyale en Égypte. Ils ont alors trouvé un officier redoutable dans l'armée ottomane qui les avait expulsés, et ils y ont trouvé un officier dangereux nommé Muhammad Ali. Cet officier était un jeune homme rusé, d'une grande énergie, et lui-même était profondément admiratif de Napoléon et des Français, si bien que les deux parties se sont alliées jusqu'à ce que Muhammad Ali devienne le souverain de l'Égypte, effectivement avec le soutien de ses cheikhs et notables à l'intérieur du pays. Mais aussi grâce aux efforts politiques des Français auprès de l'Empire ottoman. Cela a été rapporté par des historiens admirateurs de Muhammad Ali et de sa famille, donc je ne le dis pas du point de vue de ceux qui considèrent Muhammad Ali comme insignifiant. Elias al-Ayyoubi, historien bien connu dans son livre sur l'histoire, a un ouvrage intitulé « Histoire de Muhammad Ali » et un autre « Histoire de l'Égypte à l'époque du khedive Ismaïl ». Il a mentionné cela à propos de l'effort français pour installer Muhammad Ali, et il rapportait cette information des mémoires de Ferdinand de Lesseps.
parce que Ferdinand était le fils du consul Mathieu de Lesseps, et Mathieu de Lesseps, ceci faisait partie de l'effort diplomatique français pour installer Muhammad Ali. Et il y en a bien sûr d'autres, mais nous n'allons pas tous les citer. Muhammad Ali, mes amis, il est considéré comme l'homme le plus dangereux de l'histoire du Mashrek depuis 200 ans. Cet homme a réussi là où Napoléon a échoué. C'était un tyran sanguinaire, redoutable, d'une grande ruse et d'une vaste... Il a gouverné l'Égypte pendant près d'un demi-siècle, environ 50 ans, de 1805 à 1848, puis il a quitté l'Égypte en 1849. Il y a brisé la société islamique et y a fondé un État moderne, centralisé sur le modèle occidental et laïque. Il était plus tyrannique encore que Napoléon. Mais il portait un nom musulman et prétendait être un gouverneur relevant du califat ottoman, Mohammed Ali. Celui-ci a été vaincu dans toutes ses guerres contre les mécréants et il n'est entré en guerre contre eux que contraint, pas de son plein gré. En revanche, il a remporté toutes ses guerres contre les musulmans et il a commis des massacres historiques au Levant, au Hedjaz, au Soudan et bien sûr en Égypte. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est, bien que son histoire soit longue, ce qui nous importe à présent, c'est le Levant. Mohammed Ali avait formé une armée composée d'Égyptiens. D'ailleurs, la formation de cette armée, l'asservissement et l'enlèvement des Égyptiens, c'est une autre histoire douloureuse. Mais cette armée qu'il avait constituée avec des Égyptiens selon le modèle moderne, il l'a utilisée pour envahir le Levant. Il a arraché le Levant. Ainsi, il l'a pris à l'Empire ottoman. Il a détruit les armées ottomanes et il a failli anéantir tout l'Empire ottoman car il était sur le point d'atteindre Constantinople. Bien sûr, cela a eu des répercussions internationales graves car l'Occident ne pouvait pas supporter un tel bouleversement politique à cette époque. C'est pourquoi les Anglais, les Russes et les Français sont intervenus pour éloigner Mohammed Ali d'Istanbul. This extended sound continues on and on, creating a prolonged auditory experience. The echoing sound persists, filling the space with its lingering presence. Un tournant décisif dans la résurgence de l'idée d'Israël. Regardez, les amis. La politique de Muhammad Ali était une politique d'occupation brutale. C'était même une véritable occupation. Il n'y a aucune différence entre la période de Muhammad Ali et l'occupation anglaise ou française, voire peut-être était-elle encore plus dure que ces dernières. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que son nom musulman et son appartenance formelle à l'État ottoman le rendaient encore plus menaçant et féroce, et rendaient aussi sa résistance beaucoup plus difficile. Parce qu'affronter un étranger n'est pas la même chose qu'affronter un musulman qui déclare être le successeur ottoman. Très bien, sa politique au Levant. Je veux que tu restes concentré avec moi car il y a de fortes chances que tu vas entendre beaucoup de surprises douloureuses que tu ne connaissais pas. On peut résumer la méthode de Muhammad Ali en une seule phrase. Muhammad Ali a accordé un pouvoir total aux étrangers au détriment des sujets, c'est-à-dire qu'il a privilégié les étrangers par rapport aux sujets. Or, parmi ces sujets, les Juifs et les chrétiens étaient placés au-dessus des musulmans. D'accord? Donc, Muhammad Ali a encouragé l'immigration juive en Égypte et a multiplié leur présence dans son administration. Et d'ailleurs, cela a été mentionné par l'historien juif bien connu, spécialiste de l'histoire de l'Égypte à l'époque ottomane, Michael Winter ou Michael Winter. Il a d'ailleurs publié une étude dans le livre sur l'histoire des Juifs d'Égypte à l'époque ottomane. Cela a également été mentionné par Stanford Shaw, l'historien bien connu dans son livre « Les Juifs de l'Empire ottoman et de la République turque ». J'ai même trouvé un document mystérieux, et ce document, je l'ai trouvé dans le livre des archives royales égyptiennes. Ce livre a été écrit par l'historien libanais chrétien Assad Rustum. C'est en quelque sorte un guide ou un résumé des documents de la période de Muhammad Ali. Bien sûr, il ne s'agit pas de tous les documents, mais des plus célèbres. Eh bien, ce document dont je parle, je l'ai trouvé. Il est daté de 9 ans avant l'occupation de l'Égypte par Muhammad Ali. C'est une lettre d'un juif du Levant adressée à Muhammad Ali. Elle relate la situation au Levant, en Irak et en Iran et anticipe l'évolution de la situation au Levant.
Et bien sûr, il est impossible qu'un seul juif ait pu faire tout cela, c'est-à-dire cela pourrait indiquer l'existence d'une organisation juive œuvrant pour le compte de Muhammad Ali dans ces régions. L'essentiel, c'est que dès l'entrée des armées de Muhammad Ali au Levant, il a aboli toutes les taxes qui étaient prélevées sur les pèlerins chrétiens et juifs se rendant à Jérusalem. Il a restauré les monastères des moines grecs, construit une quarantaine pour les pèlerins chrétiens arrivant et a mis les fonds de cette quarantaine, c'est-à-dire l'argent que ces pèlerins paieraient, à la disposition des moines. Bien sûr, ce Muhammad Ali était un homme dont la politique économique était basée sur le monopole. C'était un homme de monopole. L'État détient le monopole des richesses. C'est quelque chose qu'un homme de monopole qui construit un État moderne centralisant les richesses entre ses mains ne peut pas comprendre, mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Dès les premiers jours, il a commencé à restaurer et à construire de nouvelles synagogues juives, même avant que son occupation du Levant ne soit stabilisée. 9 synagogues juives ont été établies à Jérusalem, en plus des églises et des monastères. Les Juifs de Palestine se sont alors disputés entre eux. Devons-nous utiliser ces fonds pour construire de nouvelles synagogues ou pour bâtir des logements afin d'accueillir les nouveaux immigrants juifs? Jérusalem a en effet souffert d'un afflux excessif d'immigrants juifs et chrétiens. De même, les chrétiens ont obtenu le droit de restaurer leurs églises et de construire de nouvelles églises sans avoir à demander l'autorisation des autorités. Bien sûr, ce droit leur était déjà accordé, mais à condition d'obtenir l'autorisation des autorités ottomanes auparavant. Désormais, il n'est plus nécessaire de demander cette permission. Les étrangers ont obtenu le droit d'entrer dans les lieux saints islamiques et ils y entrèrent sous la protection de soldats. Mohamed Ali a permis aux commerçants étrangers de commercer à l'intérieur du Bilad al-Sham. Les Ottomans leur interdisaient d'entrer en Syrie et les obligeaient à se limiter au commerce dans les villes côtières uniquement. Mohamed Ali leur a permis d'entrer et de s'enfoncer à l'intérieur de la Syrie. La taxe sur le commerce des musulmans atteignait 7 fois celle imposée au commerce des étrangers. Le contrôle gouvernemental sur le commerce étranger a été relâché et une entrée spectaculaire a été organisée pour le consul britannique à Damas. Les Ottomans n'autorisaient pas les étrangers à entrer dans ces villes de l'intérieur. Les Ottomans considéraient la Syrie comme une terre islamique sacrée, c'est pourquoi ils l'appelaient ainsi, Sham Sharif. Les navires ottomans étaient interdits de commerce au Bilad al-Sham, tandis que les Juifs et les étrangers étaient autorisés à fonder des écoles en Syrie. Les notables juifs ont fondé des écoles modernes, c'est-à-dire des écoles dont le but était de former une élite parmi la jeunesse juive orientale afin qu'ils soient qualifiés et afin qu'ils puissent être autosuffisants sans avoir besoin des Juifs occidentaux pour les défendre. Les chrétiens et les Juifs ont été intégrés dans les fonctions de l'armée et de l'administration et ils ont commencé à recevoir des grades et des titres. Pour la première fois, des Juifs, des chrétiens, des Arméniens et des étrangers ont été nommés au Conseil consultatif de Jérusalem. Ce conseil, qui gère les affaires de Jérusalem, a accordé à ces personnes des autorisations pour lancer des projets économiques et commerciaux. Ils sont même allés jusqu'à agir à cette fin sur des terres waqf islamiques et sur des terres appartenant au sultan ottoman. Pour la première fois dans l'histoire de Jérusalem, un consulat étranger a été établi à Jérusalem. En 1839, 10 ans après, nous avons dit de 1831 à 1840, en 1839, un consulat britannique a été établi à Jérusalem. Et ce consulat jouera un rôle extrêmement important dans la protection des Juifs et des protestants à Jérusalem. Et au Levant, il deviendra un centre d'influence britannique majeur et même un bastion pour la propagation du prosélytisme chrétien en Palestine à cette époque. Le consul américain, dont le siège était à Jaffa, a également demandé qu'un vice-consul lui soit nommé à Jérusalem, ce qui signifie aussi la première graine d'un consulat américain à Jérusalem. Et à cette époque, les activités américaines ont commencé à Jérusalem. Durant cette même période, sous le règne de Muhammad Ali, la première tentative juive de s'emparer d'une partie de la place Al-Bourak a eu lieu. Ce que l'on appelle le mur des lamentations. Dans cette tentative juive, il y a eu l'aide du consul britannique et les autorités égyptiennes y ont répondu favorablement. Cela signifie que les Juifs et les chrétiens bénéficiaient d'un statut au-dessus de la loi et toute personne des forces de l'ordre qui leur portait préjudice était punie.
Même si ce n'était pas intentionnel, les soldats de Muhammad Ali, les troupes de Muhammad Ali qui commettaient des exactions contre les musulmans n'étaient pas punis. Si quelqu'un portait préjudice, même sans le vouloir, à un juif, un étranger ou un chrétien, il était puni. Il y a même parfois, par exemple, un incident très célèbre appelé l'affaire Al-Boudayri. Nous n'avons pas le temps d'en parler maintenant, mais des crimes de meurtre commis par des juifs ont été pardonnés. Même si l'accusation était avérée, si par exemple une révolte éclatait dans une ville du Levant, l'autorité, le pouvoir de Muhammad Ali commettait toutes sortes de crimes avec une grande brutalité pour punir la ville où avait eu lieu la révolte. Mais il épargnait les Juifs et les chrétiens, et si les rebelles étaient des chrétiens, il les traitait avec la plus grande douceur et gentillesse. Honnêtement, ce sont des scènes qui ne peuvent s'expliquer que par l'extrême mécréance, l'hostilité et la haine que Muhammad Ali et ses hommes nourrissaient envers l'islam. Quant à sa famille, bien sûr, je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, mais ceux qui ont lu, à ce sujet, j'ai écrit quelques recherches, mais quiconque a lu cela comprendra clairement ce que je veux dire. Contrairement à l'attention que portait Muhammad Ali aux églises, synagogues et monastères qu'il a fondés, entretenus et restaurés, à l'inverse, le pouvoir de Muhammad Ali a saisi certaines mosquées et les a transformées en écuries pour chevaux. En réalité, mes amis, les musulmans ont subi à cette époque une épreuve extrêmement grave. Bien sûr, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails maintenant, mais certaines personnes croyaient que c'était la fin. C'était la fin de l'État islamique sur terre, même pour les biens de main morte islamiques. Les biens de main morte islamiques ont alors subi les plus vastes opérations de sabotage et de confiscation, alors qu'ils prenaient soin et protégeaient les biens de main morte chrétiens et juifs, au point que beaucoup de grands notables musulmans, ils ont été contraints de chercher la protection des consuls étrangers pour fuir et se sauver eux-mêmes de l'humiliation, et pour échapper à la conscription obligatoire et aux lourds impôts imposés par l'autorité de Muhammad Ali. Parfois, un homme musulman notable, l'un des notables se plaçait sous la protection des chrétiens et des juifs qui travaillaient dans les consulats et dans les intérêts étrangers, car ces chrétiens et ces juifs bénéficiaient de la protection étrangère. Ainsi, le noble et honorable d'hier se retrouve aujourd'hui à travailler sous les ordres de son ancien serviteur chrétien ou juif, cherchant sa protection pour échapper à la répression du pouvoir de Muhammad Ali. Bien sûr, cela est sans compter ceux qui ont quitté le pays et se sont sauvés eux-mêmes. Ces conditions ont provoqué un bouleversement démographique à Jérusalem. Pour la première fois, les Juifs sont devenus majoritaires, suivis des chrétiens, tandis que les musulmans sont devenus minoritaires, selon les statistiques publiées par la célèbre chercheuse anglaise Karen Armstrong a un livre important intitulé Jérusalem, une ville, trois croyances. Dans ces statistiques, il est dit que le nombre de Juifs est passé à 6 000, les chrétiens à 3 000 et les musulmans à 600. Bien sûr, c'est un bouleversement démographique. Avant cela, pendant toute la période ottomane, les musulmans représentaient 75% ou 85% de la population. Ce bouleversement démographique et ce bouleversement politique ont entraîné un renversement de la situation sociale et économique, de sorte que la condition des musulmans a décliné, tandis que celle des juifs et des chrétiens, ainsi que celle de tous les étrangers, s'est améliorée. Ce bouleversement politique, sur le plan économique et social, cela a ouvert l'appétit d'un homme juif fortuné nommé Moïse Montefiore. Cet homme a alors pensé à un projet de réinstallation des Juifs en Palestine, et on peut dire que c'est la tentative la plus forte avant Herzl, le fondateur du sionisme. Il a essayé d'acheter des terres. Il a acheté une vaste étendue de terres couvrant 200 villages, à condition que ces terres bénéficient de privilèges particuliers en matière d'agriculture et de commerce. En effet, Moïse Montefiore s'est rendu auprès de Muhammad Ali, qui l'a accueilli très chaleureusement, et Muhammad Ali lui a accordé plus que ce qu'il espérait. Muhammad Ali a accepté que ces villages achetés par Moïse Montefiore bénéficient d'une autonomie administrative. Une autonomie administrative, mais à une condition. Il devait obtenir une autorisation du sultan ottoman prouvant que ces terres dépendaient de l'Empire ottoman d'une manière ou d'une autre, même si cela impliquait de soudoyer certains de ses hommes. Autrement dit, il lui disait
agit mais apporte une sorte d'autorisation, prend ces villages et en plus l'autonomie administrative. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse Montefiore a fondé des colonies agricoles, lancé des projets industriels et créé le premier quartier juif en dehors des murailles de Jérusalem. Il a accordé aux Juifs du Levant et de Palestine des privilèges particuliers avec l'aide du consul britannique qui les soutenait également. Comme le dit le docteur Abdallah Ben Al-Messiri, cela a contribué à transformer ces Juifs en un élément étranger, coupé de tout lien avec la région, et particulièrement prédisposé à devenir une communauté fonctionnelle de colonisation. Et bien sûr, ceux qui connaissent le docteur Al-Messiri et sa terminologie concernant la communauté fonctionnelle comprennent bien ce qu'il veut dire. Ces Juifs sont ainsi devenus une partie fonctionnelle subordonnée aux étrangers. L'une des conséquences les plus graves de tout cela, c'est que durant ces 10 années, l'idée d'expulser les Juifs d'Europe a vu le jour et de créer un État pour eux en Palestine. C'est-à-dire que les rêves juifs, qui n'étaient auparavant que des poèmes de Darwish, des prières de rabbins et des idées présentes dans les synagogues des croyants, cette idée-là a pour la première fois été transférée aux réunions politiques, aux journaux, aux articles des penseurs et intellectuels, au Parlement et même aux plans gouvernementaux. Autrement dit, l'idée de créer Israël a commencé à envahir les bureaux des décideurs alors qu'elle n'était auparavant qu'un simple rêve ou un poème. C'est pourquoi nous verrons que les idées appelant à rendre la Palestine aux Juifs et à ramener les Juifs en Palestine, même celles qui ne venaient pas de Juifs, sont apparues au cours de ces 10 années. Bien sûr, il y a plusieurs remarques à faire, mais la plus importante est la suivante. Un penseur socialiste nommé Charles Fourier, un Français, a écrit un livre intitulé « L'industrie fausse », qui a été publié soit en 1835, soit en 1836. Cet homme détestait en fait les Juifs et les considérait comme la source de tous les maux du monde. Il avait une théorie selon laquelle le commerce représente un profit immérité et qu'il ne s'agit pas d'une production naturelle, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Mais cet homme a proposé dans ce livre, L'industrie fausse, de résoudre la question juive en les expulsant d'Europe et en les installant en Palestine. 3 ans plus tard, une personne célèbre, Shaftesbury, a publié dans une revue appelée Quarterly Review. C'était un magazine très réputé à l'époque. À cette époque, il a publié une critique d'un livre écrit par un voyageur qui avait visité la Palestine et en avait parlé. L'essentiel, c'est que dans cette critique, il voulait dire que vraiment, cette terre est appropriée pour que les Juifs y aillent en tant que main-d'œuvre. Et sous la supervision du consulat britannique à Jérusalem, on pourrait ainsi se débarrasser des Juifs. Bien, 2 ans après cela, Lou Shaftesbury a présenté cette idée dans un document à Palmerston. Palmerston était une personnalité de l'histoire anglaise à cette époque, un peu comme Kissinger à notre époque. Notre génération connaît Kissinger, donc Palmerston, il était ministre des Affaires étrangères, puis il est devenu Premier ministre. C'était une personnalité anglaise célèbre, considérée comme le plus important homme politique anglais de cette époque. Shaftesbury a présenté cette idée à Palmerston et a expliqué l'utilité de ce projet pour la Grande-Bretagne en insistant sur ses avantages. Faites attention ici, ce projet a désormais des avantages politiques et coloniaux auxquels réfléchissent les hommes politiques et les décideurs. Il ne s'agit plus seulement de réaliser des promesses ou des rêves religieux. Par exemple, à cette époque, le journal The Times, qui est considéré comme le journal anglais le plus célèbre, comparable au New York Times, a abordé ce sujet. De nos jours, ce journal a écrit que la question est désormais devenue un véritable enjeu politique. Un autre journal, appelé The Globe, a également évoqué ce sujet. Ce journal était publié à Londres et était proche du ministère des Affaires étrangères. Il y a publié une série d'articles en 1839 à 1840 soutenant l'installation d'un grand nombre de Juifs au Levant. Ces articles ont reçu l'approbation de Lord Palmerston. Cette même année, Palmerston a également écrit une lettre à l'ambassadeur d'Angleterre, à la Sublime Porte, à Constantinople, à Istanbul, dans laquelle il proposait la création d'un État juif sous protection, c'est-à-dire qu'il proposait la création d'un État juif en Palestine. Mais comment allait-il vendre ce projet aux Ottomans? Il disait que la création d'un État juif serait la garantie que Muhammad Ali ne s'attaquerait plus jamais au Levant. C'est-à-dire qu'un État juif serait loyal au sultan ottoman et servirait de rempart contre toute expansion comme celle de Muhammad Ali. 4e point,
Le colonel Churchill a présenté en 1841 un mémorandum à Moses Montefiore dans lequel il lui proposait de fonder un mouvement politique pour soutenir le retour des Juifs en Palestine. En résumé, il n'aurait vraiment pas été envisageable à cette époque d'envisager la création d'un État juif sans ce qui avait été fait. La politique de Muhammad Ali au Levant. La politique de Muhammad Ali au Levant a ravivé l'idée du retour des Juifs en Palestine. C'est pourquoi cet homme dangereux, ce criminel, est sans aucun doute le premier précurseur, si ce n'est le véritable fondateur d'Israël. C'est-à-dire, si ce n'était pas pour les circonstances, la politique internationale était plus forte que lui. Les calculs échappaient à sa volonté. Sinon, Israël aurait vu le jour 50 ans plus tôt. Nous l'aurions vu naître en 1901 ou en 1910, par exemple, et peut-être même avant cela. Bon, pour résumer ces circonstances internationales, l'Europe, en fait, allait entrer dans un violent conflit autour de l'héritage de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était un grand État, un État puissant. Même durant sa période de faiblesse, l'Empire ottoman restait une force redoutée également. Donc, les Européens ne pensaient pas, ils ne pensaient pas à entrer en conflit direct avec lui, ni même à se disputer son héritage, car il y avait des intérêts contradictoires. Et la Russie d'un côté, et l'Angleterre et la France de l'autre, il y avait aussi entre elles des intérêts conflictuels. Mohamed Ali était considéré dans ce conflit international comme étant du côté de la France. Tout le monde savait que Mohamed Ali penchait pour la France et il le mentionnait ainsi dans leurs documents. Considéré comme le protégé de la France, c'est pourquoi, lorsque le calife ottoman a été confronté à l'avancée des armées de Mohamed Ali, il a tenté de demander l'aide de l'Europe, mais celle-ci a tardé à répondre. Il s'est alors tourné vers la Russie, qui s'est empressée de lui venir en aide. Lorsque l'Europe, et en particulier les Anglais, ont vu la rapidité de la réaction russe, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils craignaient qu'au final, le bénéfice ne revienne à la Russie, qui verrait ainsi son influence et sa présence s'accroître au sein de l'Empire ottoman. C'est pourquoi ils se sont empressés d'intervenir à leur tour, également sur la ligne de front de cette bataille, pour ne pas se retrouver du côté des perdants. Ainsi, l'Angleterre, la Russie et l'Empire ottoman étaient opposés à l'expansion et à l'avancée de Mohamed Ali, tandis que la France, bien sûr, le soutenait. C'est d'ailleurs ce soutien qui a encouragé Mohamed Ali à engager la bataille en 1848, mais à la dernière minute, le gouvernement français a changé. Le nouveau gouvernement a abandonné Mohamed Ali. Après l'avoir impliqué dans une situation de guerre, c'est-à-dire qu'il s'était retrouvé piégé avec l'ancien gouvernement, le nouveau gouvernement a choisi de se ranger du côté de la coalition. L'essentiel, c'est qu'il a été confronté et a subi une lourde défaite en 1840, ce qui l'a poussé à se retirer du Levant et son armée a été déchirée. En contrepartie, il a pu conserver le pouvoir sur l'Égypte pour lui et ses descendants. Voilà un résumé très rapide de l'histoire. Mais ce qui m'importe, ce qu'il faut retenir, c'est que cette fin soudaine de Mohamed Ali au Levant était due à des raisons indépendantes de sa volonté. Cette fin a entravé la création d'Israël et a freiné les projets juifs qui prenaient de l'ampleur en Palestine à cette époque. C'est pourquoi une question importante se pose. Si les circonstances étaient contraires à la création d'Israël et si l'Empire ottoman était revenu une fois de plus, encore une fois, d'accord. Alors, pourquoi Israël a-t-elle été créée par la suite? Comment la tentative a-t-elle été renouvelée? C'est ce que nous verrons, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Nous demandons à Dieu de nous enseigner ce qui nous est utile, de nous faire profiter de ce qu'il nous a appris et d'accroître notre savoir. Que la paix de Dieu soit sur vous.